fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous donnons la parole au chanteur, compositeur, producteur Hervé. Il nous a parlé de son hypersensibilité, de ses modèles masculins, de la mère. Voici d'abord sa définition du bonhomme. Alors, pour moi, un bonhomme, c'est avant tout quelqu'un de loyal. Il y a cette notion de loyauté qui est hyper importante pour moi. Et je pense de gratitude aussi. Je supporte pas l'ingratitude, quoi. C'est-à-dire, une main tendue, c'est, voilà, elle est pas toujours propre, mais c'est une main tendue, quoi. Et je crois que c'est ça qui définit un bonhomme ou un homme bon. Et toi, t'es un bonhomme dans cette définition-là? J'essaye. J'essaye, c'est jamais évident. Je crois que parfois oui, parfois non, quoi. Je pense qu'on a plusieurs soi en nous et que, en tout cas, j'essaie de garder le cap, quoi. Enfin, c'est pas inné, c'est quelque chose qui doit se travailler, quoi, selon toi. Oui, en fait, moi, j'ai été quand même éduqué par ma mère et tout, donc par une figure féminine, au final, mais à travers des valeurs assez fortes, je pense, qui viennent, tu vois, de ma famille en Bretagne, de tout ce truc terrien un peu, et elle s'est faite plus ou moins toute seule. Du coup, il y a toujours eu cette notion-là où, voilà, si quelqu'un te tend la main, voilà, te fait prendre l'ascenseur, tu remercies avant de monter, quoi. Et donc, du coup, tu dis que c'est ta mère qui t'a transmis, en tout cas, ces valeurs-là aux plus proches. Est-ce que tu as eu des modèles masculins autour de toi qui t'ont inspiré ou au contraire Il y a eu mon grand-père. Voilà, qui était au centre de la Bretagne, quoi, qui était maçon, voilà, qui venait d'une famille de paysans. Moi, je l'ai connu. Au final, il est mort, je devais avoir 8-10 ans. Mais il a laissé un bagage tellement fort, une identité tellement intense, quoi. Et il y avait ce truc de cette notion de fondation, en fait, qui était là. C'était de dire, voilà, si les fondations sont solides, tu peux construire ta maison. Il avait lui-même construit sa maison tout seul. Et donc, il y a cette notion-là, et puis ces notions de, voilà, peu importe la branche que tu choisis pas une branche trop sèche, quoi. Sinon, ça casse. Donc, il y a quand même la notion de solidité là-dedans, qui est liée à l'homme, en tout cas aux valeurs humaines qu'on essaie de transmettre, quoi. Oui, totalement. Et surtout le fait de bien construire au début, quoi, instinctivement. Moi, ma mère, elle a quitté, là. Désolé, je parle de ma mère. C'est important. C'est important d'en parler. Et quand elle a quitté sa campagne, eux qui n'étaient jamais allés à Paris, qui n'avaient jamais quitté forcément la Bretagne, quoi, on lui a donné plein de confiance, quoi, en lui disant va où tu veux, mais voilà, tâche que tes fondations soient solides. Et je pense que les fondations, c'est les valeurs, qu'elle a pu avoir. Et moi, c'était pareil quand je me suis lancé dans la musique, dans cette aventure-là, c'était tâche au moins d'être solide, donc va bosser s'il faut aller bosser, quoi. Et ce domaine-là, ça te vient familialement de quelqu'un ou pas du tout? C'était le premier. C'est venu sensoriellement, quoi. C'est venu à l'adolescence, en écoutant de la musique et en commençant à en faire, quoi, en rentrant dans cet univers un peu de la production, de la boucle, du clavier, du son, en fait. Et c'est lorsque j'ai ressenti ça que je me suis dit, OK, je veux faire ça le plus possible dans ma vie, quoi. Peu importe la forme ou le planning, quoi. Et est-ce que justement tu peux me parler du petit garçon que tu étais, si tu arrives à te l'imaginer, enfin en tout cas à te le représenter? Est-ce que tu sais comment tu étais, tes aspirations, tes passions, comment tu te situais par rapport aux autres, etc.? Je crois que j'étais quelqu'un d'assez hyperactif, hyper sensible aussi. Donc j'avais une appréhension des choses assez pleine. Voilà. Il y avait un truc de très intense tout le temps. Je grimpais partout, je montais partout, je courais partout. J'ai marché à 9 mois. Enfin, il y avait un truc de... Enfin, voilà, j'apprenais à lire, à écrire assez rapidement. Donc, il y avait ce truc de... J'étais pas très concentré. Je crois que j'étais assez rêveur. D'ailleurs, mon parcours scolaire l'a prouvé parce que j'ai arrêté super rapidement. En fait, il y a un moment où j'ai pas su répondre à un calendrier. Ce que j'apprends maintenant à faire, c'est réellement ça, quoi. Je crois que j'étais plein de rêves, en tout cas. Ça, c'est certain, parce qu'il y en a beaucoup dont je me souviens.
Je rêvais de faire du foot, je rêvais de voyager, je rêvais de bouger. Je rêvais d'avoir des amis pour toujours. Et mes petites amies, pareil. Mais j'avais ce truc de fraternité. Je sais pas, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc il y avait un climat qui était propice à, je sais pas, à l'entraide, à la fraternité, à la connerie aussi, à l'ennui. Et donc, l'ennui, ça m'a amené à rêver beaucoup, je crois. Et voilà, je crois que j'étais à peu près ça. Je devais être un peu casse-couille, hein, même voire très casse-couille. Est-ce que tu te souviens des modèles que tu avais à l'époque, toi, tes potes, en tant que petit garçon, que ça peut être des footballeurs, tu as parlé du foot, dans les médias, au cinéma. Est-ce que tu avais comme ça des figures fortes qui pouvaient t'inspirer? Ouais. Il y en avait. Il y avait, déjà, il y avait Zidane, qui est, voilà. L'incontournable, presque. L'incontournable Zidane. Voilà, il y avait Zidane, ça c'est certain. Et il y avait, après, je pense que ça a été plus adolescent, quand j'ai découvert Cantona, Patrick Devers, et que je me suis identifié à pas mal d'espèces de forces sensibles comme ça. C'est une espèce d'ours qui pleure, quoi. Voilà, de figures un peu fortes, un peu comme ça, un peu on triche pas, un peu ça sort comme ça. Et ça a été, je pense, en regardant à la télé, en traînant devant des émissions de plus ou moins bon goût. Il y avait Olivier Tom, il y avait... Et est-ce que justement tu dis que ce modèle de masculinité, même si c'est varié, hein, c'est représentatif d'une autre époque? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui tu te reconnais dans les modèles de masculinité qui sont plus modernes, entre guillemets? Bah déjà, j'aime bien le fait qu'on se pose la question. Je trouve ça intéressant qu'on se demande si aujourd'hui, voilà, taper dans un ballon, faire des abdos et écouter de la musique de bonhomme, est-ce que c'est un modèle qui convient à tout le monde? Non, ça je pense qu'on le sait tous. Mais j'aime l'idée de liberté, c'est-à-dire que chacun puisse se poser la question, est-ce que je suis proche de ce que j'aime, de ce que j'aime pas? Est-ce que... de s'approprier un peu sa version, quoi. Oui, et puis les figures qu'on a aujourd'hui, même si moi j'ai été quand même marketé aux années 90, aux années 2000, donc un modèle un peu love story, quoi. Loana, la piscine et tout, ça m'a pas forcément excité plus que ça, quoi. Donc il y a ce truc de questionnement. Moi, et les femmes, pareil, hein, je trouve ça hyper important qu'on se pose la question aujourd'hui de se dire, voilà, est-ce que ce modèle-là, de cette pub de parfum, machin, ou est-ce que, voilà, c'est comme pour moi, être féministe à la Fashion Week, il y a un truc un peu genre, bon, d'accord, ok, mais elle fait 40 kilos, voilà, je sais pas, enfin. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui se pose la question, qui peut s'éduquer via le net, voilà, via tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, tout lire, tout regarder. Et voilà, donc on est aussi bien informé que désinformé. Au moment où on se pose la question, quoi. Et justement, on parlait un peu de certains clichés, enfin sans en parler vraiment, mais est-ce que toi, il y a des clichés de la masculinité dans lesquels tu te reconnais et d'autres où au contraire pas du tout? Bah oui, comme je te disais, moi, les figures que j'aime, c'est, je sais pas, Belmondo, j'aime bien. Moi, j'aime bien des clichés. Et à un moment où je me suis dit, bon, ok, moi, on m'a jamais dit de grandir comme ça et d'aimer, tu vois, ces gars-là. Moi, j'aime pas le permis, tu vois, je suis pas de grosse bagnole, j'ai pas de montre. Il y a les figures que j'aime, voilà, c'est des figures hyper clichés et que j'assume totalement, quoi. Moi, j'aime bien, hein, je te disais, Cantona, ça de Coluche tu vois, à Devers, en passant par, tu vois, des Bachoum, des machins. Donc, à la fois, quand même, des gens. Quand même varié. C'est varié, mais il y a ce truc d'un peu à l'ancienne. Moi, que j'aime bien encore tenir une porte. Voilà. J'aimerais bien qu'on garde une forme un côté un peu pas gentleman, tu vois, mais un truc qui est ce respect de hyper charmant que je trouve beau, et ça va dans les deux sens, pour les deux sexes, attention. Mais j'aime bien, voilà, être en famille, je suis très proche des mêmes potes depuis 15 ans, il y a ce truc de genre, voilà, un peu peut-être à l'ancienne aujourd'hui. Certaines traditions, en tout cas, qui te parlent, enfin, en tout cas, qui j'aime plaisent bien, plus que d'autres, quoi. J'aime bien manger un poulet frites le midi. Le dimanche. J'ai été touché. Et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi. C'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert. Et qu'un jour, on touche à vos enfants et qu'on vient de faire ce qu'on... Mais c'est pour ça que je le sors. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Et dans le monde de la musique, est-ce que tu penses que ça demande de respecter certains critères d'une masculinité particulière ou au contraire, il y a justement de la place pour de la diversité dans cet univers-là? Ça dépend ce que tu fais dans la musique. C'est que moi, mon ingé son, Justine, c'est une fille. Elles sont pas beaucoup. Donc, quand elle arrive, elle met une tartine à tout le monde parce qu'elle a le son, quoi. Mais elle met une tartine à tout le monde parce qu'elle a le son. Pas parce que c'est une meuf qui a le son. Voilà.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de figures de chanteuses qui produisent leur musique, chose très rare. Et à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Donc ça va de Christiane de Queen, à Angèle qui fait ses prods aussi. Ah voilà, il y en a plein, Missy Elliott, enfin voilà, il y en a plein qui font leur prod. Et ça, dans le monde de la production, mis à part Edith Fambuena, qui elle est une productrice de musique en studio, voilà, c'est très masculin comme environnement, et je pense que ça reste un milieu où tu peux avoir un peu la forme que tu veux, et je pense même que ça, c'est tout à ton avantage, quoi. D'être toi-même, en tout cas. On s'attend à ce qu'une certaine sensibilité, parfois inattendue, soit plus exprimable dans un milieu musical que dans certains autres milieux, mais peut-être que c'est un cliché. Ça, peut-être que non, c'est certain. C'est certain, oui. Quand tu fais de la musique, tu montes sur scène, tu fais des clips, t'as des moments, t'as des bulles comme ça, où moi, c'est des bulles que vraiment je prends au maximum, quoi. C'est-à-dire, voilà, des scènes de clips, des trucs, des moments sur scène où je lâche prise totalement. Et si tu lâches prise, en général, t'as de fortes chances d'être toi-même. Et si t'es toi-même, pour moi, t'as gagné, quoi. T'as gagné parce que ça va te faire du bien, et puis ça va te nourrir, et puis les gens vont le sentir, j'imagine, quoi. Mais tu te souviens, toi, des différentes périodes d'expression de ton style, de ta personnalité que tu as traversées? Est-ce que c'était très marqué? Ouais, grave. Oui, c'était marqué, ça allait vite. En fait, j'ai eu ma période où j'étais beaucoup dans ma ville, et donc j'étais habillé un peu comme tout le monde, quoi. Puis à un moment, j'ai commencé à aller plus loin, à Versailles, à Paris et tout. Et là, j'ai découvert d'autres styles, et j'ai commencé à m'identifier à d'autres... c'est bête, mais des trucs genre je mettais jamais de chemise, je mettais jamais des pompes en cuir, c'est enterrement au mariage, quoi. Tu vois, il y a ce truc tu vois. Donc dans le style, et puis dans la zik aussi, parce que je découvre l'électro, le rock. Moi, le rock, par exemple, j'en ai aucune notion. J'écoute que du rap, j'écoute que du rap américain, du rap français, j'écoute j'écoute pas du tout de rock. Et je découvre la musique électronique, et donc forcément, je suis dans une période où les pantalons se portent très bas. Et voilà, je commence à mélanger un peu des trucs, des pièces, des machins, à bricoler, et puis à écouter des styles différents. Ouais. C'est super influencé par toute la vibe anglo-saxonne, en fait. Ça allait de, les looks complètement dingues, hein. Donc ça passait par découvrir, le rock, la Britpop, l'électro, tout ça. Et je voudrais revenir à des notions qu'on associe à la masculinité, donc de la virilité. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire pour toi, être viril. Pour moi, c'est la force sensible. Pour moi, c'est ça. C'est que quelqu'un de dur, un homme qui est dur, c'est Brel qui disait ça d'ailleurs, c'est pas possible, en fait. C'est quelqu'un de dangereux, lui, il disait ça. C'est de s'accepter, quoi. La virilité, c'est de se dire, moi, j'ai une nature un peu pudique parfois, à ne pas montrer quand c'est trop speed, quand ça va pas, quand c'est trop intense pour moi, parce que je suis né hypersensible, donc j'ai ce truc un peu parfois de masque, mais dans ce métier-là, j'ai dès le moment de lâcher prise. Et pour moi, c'est accepter, ne pas refouler, c'est cliché, ce que je dis, mais ne pas refouler ces instants où ça va pas, de dire, voilà, là, j'ai pas les épaules, je tiens pas, je sens pas. Et globalement, pour parler d'apparence physique, t'es à l'aise avec ton apparence physique? Oui, assez. Ouais, franchement, ça va. J'ai jamais eu de complexe particulier à mon physique ou quoi. Non. Je crois que c'était marrant de voir un peu avec les années ce que je prenais de mon père et de ma mère. C'est marrant, non, j'ai pas eu de complexe, ça n'a pas été un truc marquant pour moi. Ça a plus été à l'intérieur que j'ai eu du mal à m'accepter et accepter justement cette hypersensibilité-là et l'architecture cérébrale que j'avais. J'ai mis vachement de temps en fait à comprendre pourquoi j'appréhendais les choses, les sons, les situations, les informations comme ça. Pourquoi j'avais cette hypersensibilité-là, quoi. J'ai découvert tard, quoi. Et du coup, tu l'as compris parce qu'il y a une raison, ou c'est le fait de l'accepter et de savoir que c'est là qu'il faut que tu l'apprivoises et que tu t'en sers? C'est au quotidien. Ça se voit. À un moment, je me suis intéressé. En plus, c'est un truc un peu bête, un peu à la mode. Tu vois, je sais pas, on en parle depuis un an. Moi, c'était au début, quand j'étais petit, des professeurs, tu vois, les psychologues, les médecins et tout, qui disaient, voilà, il y a une forme de sensibilité un peu exacerbée et tout. Il faut suivre un peu. Et en gros, ensuite, dans ma vie d'homme, en fait, ça a été... ça s'est traduit par des espèces d'obsessions, des trucs dans lesquels je plonge, des moments où je fais que travailler, où j'ai besoin d'être en activité absolument tout le temps. Donc il y a un truc un peu comme ça, puis des moments où j'ai vraiment besoin d'être seul et tout. Et puis voilà, quoi.
Et justement, en parlant de sensibilité, est-ce que tu sais identifier les choses qui t'émeuvent le plus? Oui, ça va être des trucs assez anodins, quoi. Donc, ça va être, je suis en scout et puis il y a une dame qui passe et il y a quelqu'un qui s'arrête et qui le laisse passer. Il y a de la tendresse, là. Il y a un moment de tendresse qui est cristallisé, je trouve magnifique. Par exemple, ça peut être, je sais pas, une attention. Tu vois, on était en tournage de clip, là, il rouvrait les restos. Le restaurateur, il rouvrait son resto avec nous en mode masque et tout ça, tu vois. Et il était trop content de réouvrir. Mais ça se sentait, il transpirait ça. Ça, c'est un truc qui peut cette émotion-là, elle peut totalement m'envahir, quoi. Je pleure beaucoup au cinéma, je pleure beaucoup en musique, que j'écoute certains titres. Je sais, quand j'étais petit, quand j'écoutais du piano, je jouais seul sur la table et j'avais automatiquement les larmes aux yeux, quoi, par exemple. Après, il y a plein de choses qui... C'est des émotions heureuses, en fait. Heureuses et parfois, voilà, oui, mais l'injustice, c'est un truc que je ne supporte pas. L'injustice, c'est un truc que je ne supporte pas. L'ingratitude non plus. Et la médisance. Je crois que c'était les 3 trucs que, sincèrement, je ne supporte pas. La malhonnêteté, quoi, ça me rend dingue, en fait. Mais vraiment, quoi. Et tu rencontres souvent des mecs avec ta sensibilité? Bah oui, je crois. Ouais, il y en a beaucoup. Oui, je vois. Et puis souvent, d'une position comme... parfois, je sens qu'on s'adapte et qu'on fait attention. Et que moi, j'essaye de faire attention aussi. L'attention, parce que c'est super important, en fait. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi? C'est que je suis quelqu'un de droit, quoi. Je suis quelqu'un de fiable. Donc, quand il faut faire le boulot, je fais. Et si tu as besoin de moi, j'essaierai d'être là, quoi. Ça n'existe pas, les adultes, n'est-ce pas? C'est une attitude. On n'en finit pas de courir après les rêves qu'on avait quand on était petit, c'est sûr. C'est pour ça qu'un homme qui ne tremble pas devant une femme, il ne faut pas venir me dire que c'est de la virilité. C'est de la satire. Il faut trembler jusqu'à sa mort devant les femmes. Il est excellent d'être timide avec les femmes. Autre sujet, est-ce que tu es quelqu'un de romantique en amour ou de fleur bleue? Est-ce que tu aimes l'amour? Ah oui. Oui, c'est une question que je me pose des fois. Est-ce que j'aime aimer ou est-ce que je t'aime vraiment, tu vois? Je sais pas. Mais je crois que j'aime tellement aimer que ouais. Est-ce qu'il y a des actes romantiques que tu as fait dans ta vie où justement tu te dis, ah bah là, je ne peux que constater que je suis quelqu'un de très romantique? T'es pas obligé de tout dévoiler. Hein. À un moment, un truc que je sais que c'était pas mal, c'est que je prenais un chapeau et je mettais des villes dedans à ma copine, tu vois. Des villes, des noms de villes, et je faisais pioche dans le chapeau et après je mettais mer pour qu'on parte en week-end. Ah, c'est bien. Voilà. Après, ça dépend des villes qui sont dans le chapeau, mais... Bagnolet, j'ai mis Chili-Mazarin, truc, je suis sûr de pas me tromper, quoi. Qu'elle en prenne plein les mirettes, quoi. En parlant de voyage, il y a un thème, j'ai vu que tu disais dans une interview que tu avais beaucoup de t-shirts de marins, que le thème de la mer et puis la Bretagne, etc., c'est assez présent dans ton univers artistique. Il y a toujours eu l'océan, en fait, quelque part. Moi, j'y suis allé beaucoup petit. J'ai un rapport très fort avec la mer et la beauté froide que peut avoir la Bretagne parfois. J'ai ce truc où, par exemple, moi, je surfe, tu vois. Je surfe très mal, mais je surfe. Mais en gros, je peux passer 7-8 heures à l'eau. Vraiment, genre, en faisant une petite pause. Et je passe ma vie à l'eau. En fait, dès que je suis pas là, je rêve d'être à l'eau ou d'être devant. Et il y a ce truc de marée. Il y a ce truc où t'as pas le contrôle. Et j'aime tellement cette sensation-là où ça te dépasse complètement. Quand il y a de la houle, il y a de la houle, quoi. C'est énorme, ça te dépasse, c'est génial. Et en même temps, il y a une tension, il y a un calme très spécial. Et mon père, il a beaucoup navigué, la mer, ça a toujours été là. Ouais, c'est là. Et puis j'ai énormément de respect. Je regarde beaucoup de documentaires sur les marins pêcheurs en mer et tout. Et je deviens un ouf. Ouais, c'est un truc qui m'attire grave. Et t'es quelqu'un de solitaire, parce que c'est justement quelque chose qu'on prête aux marins, c'est de pouvoir vivre seul et exilé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves en toi? Ouais, carrément. Alors, je me dis toujours être solitaire et puis se sentir seul, quoi. Moi, j'aime bien, je suis solitaire. J'ai toujours eu besoin d'avoir quelques, je vais pas dire jours dans la semaine, mais tu vois, quelques moments, périodes où vraiment je suis seul, quoi.
Et il y a ce truc-là pour les marins, il y a ce truc-là pour, je sais pas, dans l'escalade, dans le surf, il y a des sports un peu chelous comme ça. La voile, tu vois. Quand tu étudies un peu les mecs, moi j'écoute des podcasts là sur les mecs qui ont fait le Vendée Globe et tout, des trucs de dingue, tu vois, sans satellite, sans rien, espèce des tabarlis, des mecs comme ça. En fait, il y a un truc, mais dans la zik, c'est pareil, il y a un truc un peu chelou de s'isoler pour être au plus proche des choses. C'est-à-dire que je peux pas être à Paris, parler de Paris. Faut que je sois en Bretagne, ou que je sois je sais pas où, et que, en gros, c'est d'être loin de tout le monde pour être proche des autres. Enfin, il y a un truc un peu des bulles comme ça qui pour moi sont essentielles, quoi. Et la musique, c'est la même chose, quoi. Quand les mecs ils partent en mer, ils reviennent, c'est très spécial l'appréhension des autres, l'appréhension du vrai monde. Et la musique, c'est pareil. Quand je pars dans mes prods, mes chansons, mes trucs, et quand je rentre en contact après, soit pour faire de la promo des concerts ou voir mes équipes et tout, c'est des moments après mes bulles très spéciales où je m'enferme pendant assez longtemps, en fait, 2-3 semaines, sans problème. Le temps qui passe, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ? Oui, beaucoup. Je crois que j'ai fait une crise de la trentaine. Tu vois. En avance ? Alors, on est grave en avance, ouais. Non, ouais, carrément. Ouais. Je l'accepte en même temps, et puis en même temps, ça me fait chier, quoi, parce que je sais que le sablier est retourné, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, t'as peur de pas avoir assez de temps. Ouais, j'ai envie de tout faire, tout voir, tout profiter de, tu vois. C'est quoi les choses que t'es sûr de vouloir faire et qu'il faut que t'aies le temps de les faire dans une vie ? Avoir des enfants. C'est con. Ouais, c'est le truc, bon, voilà. C'est une réponse un peu cliché, mais ouais. J'ai envie de connaître ça, en fait. Parce que j'en ai peur, tu vois. Il y a un titre dans l'album, dans Bel Air, où je dis ma nourrice s'occupe toujours pas de son fils, moi j'ai toujours peur d'en faire un, tu vois. Et il y a ce truc j'en ai carrément peur, mais c'est carrément mon obsession, en fait. J'en ai des décharges d'adrénaline, une espèce de truc complètement fou, quoi. Je pense que déjà quand j'ai eu mon chat, j'étais comme un ouf, hein. Si un jour j'avais des enfants, j'ai envie de connaître ça, j'ai envie de savoir. Et ouais, trouver et à un moment peut-être, tu sais, de dire, voilà, trouver un peu la paix, mais tu vois, une paix un peu toujours un peu inconfortable, quoi, parce qu'il faut rester éveillé, quoi. Mais ce truc-là, j'espère que je serai jamais dans le truc j'ai tout vu, j'ai tout machin, écoute-moi, je t'apprends la vie et tout. Je trouve que je vais apprendre à quelqu'un que je sais rien, quoi. Et que c'est pas grave. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.